je me présente, je suis Louis-William Gagné et je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode du podcast Junior, une émission consacrée aux actualités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et des autres ligues juniors, particulièrement en Amérique du Nord. Et ça faisait déjà un moment que je pensais à créer une émission comme celle-là où on pourrait justement parler beaucoup de la LHJMQ parce que, bon, c'est quelque chose qui n'existait pas encore, en tout cas pas au Québec. Et j'avais envie de me lancer dans ce projet-là et de vous présenter, de présenter aux amateurs un contenu où on pourrait parler avec des joueurs, des journalistes et bon, avoir des discussions sur les actualités, tout ça, les sujets chauds de temps à autre, et etc. Bref, quoi qu'il en soit, passons tout de suite au vif du sujet. Cet épisode-là va être un peu différent de ceux qui vont suivre, en fait. Il va peut-être être un petit peu plus long. D'ailleurs, c'est une seule et même entrevue qui va composer l'épisode, étant donné que l'entrevue que j'avais faite avec Mathieu Vachon pour les prédictions pour cette année s'est avérée être un peu plus longue que ce que je prévoyais, et donc pour pas rendre le contenu un peu trop lourd, j'ai choisi de simplement présenter ça, ce qui devrait être amplement suffisant de toute façon. Alors, je vous envoie ça. C'est une entrevue téléphonique réalisée avec Mathieu Vachon, journaliste attitré au Tigre de Victoriaville. Donc, nous sommes en ligne avec Mathieu Vachon, qui est journaliste au journal La Nouvelle à Victoriaville, qui est en fait journaliste attitré au Tigre de Victoriaville. Et Mathieu, en fait, qui a écrit il y a quelques jours ses pronostics pour la saison 2017-2018 dans la LHJMQ. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Très content que tu aies accepté de participer à l'émission. Ça fait très plaisir. Ah, parfait. Alors, on va enchaîner tout de suite, en fait, avec... on va faire une espèce de revue un peu rapidement de certaines équipes. On va peut-être s'attarder à certaines plus que d'autres qui sont un peu moins évidentes, en fait, où on pourrait peut-être avoir des questions davantage. Je vais commencer avec le haut du classement. En fait, là, les deux premières équipes, j'y toucherai pas nécessairement beaucoup, étant donné qu'on voyait déjà ces équipes-là à cet endroit-là, soit l'Armada de Blainville-Boisbriand et les Tigres de Victoriaville. On va commencer avec ton équipe, en fait. On va commencer avec les Tigres. En fait, on sait que on a beaucoup d'armes à l'attaque, une bonne défense également. On a fait quelques acquisitions. Comment tu perçois ça, en fait, la saison des Tigres? Jusqu'à maintenant, depuis le début des matchs préparatoires, les Tigres de Victoriaville ont démontré qu'ils auraient une attaque vraiment très menaçante. Donc, 3 trios avec beaucoup de punch offensif. Donc, on peut penser notamment à Maxime Comtois, Pascal Laberge, Ivan Kosorenko. Ils ont aussi été chercher certains joueurs au fil des saisons qui vont apporter une dimension vraiment particulière à cette attaque-là. Je pense notamment à Jimmy Huntington, un gars qu'ils ont été chercher avec du Titan Acadie Batters. Compte pas grand-chose et qui, cette année, est promis à de belles promesses. A démontré de très belles choses, à 10 points en 6 parties depuis le début des matchs préparatoires. Donc, c'est quand même très intéressant. Ils ont aussi pris certains paris avec un joueur russe qui est venu au Canada il y a 2 ans. Ils ont décidé de l'inviter à leur camp. C'est Egor Kourbatov, qui lui aussi promet d'apporter quelque chose d'intéressant en offensive. Ok, super. Alors, comme prévu, on risque d'avoir beaucoup de profondeur, beaucoup de punch à l'attaque. Sinon, peut-être un point d'interrogation. C'est sûr que on parle beaucoup de Tristan Côté-Cazenave, le jeune gardien qui, saison et série ensemble, à peu près 20 matchs d'expérience dans le circuit courtois, se retrouve avec le poste de numéro 1. Par contre, je pense que bien fait en match préparatoire. Oui, tout à fait. Donc, Tristan Côté-Cazenave. Là, c'est sûr, vous allez tous dire, ah ouais, mais c'est des matchs préparatoires. Mais il semble livrer la marchandise. Il est également en mesure de bien gérer sa défensive. On l'entend, il est très volubile sur la patinoire. C'est quelque chose qui est assez rare pour un gardien d'à peine 18 ans qui a 20 matchs d'expérience dans la LHJMQ. Il a aussi beaucoup de confiance. On le voit. Il se déplace avec aisance. Lorsqu'il fait les arrêts, on dirait que ça semble facile. Bon, c'est certain que plus la saison va avancer, on va peut-être voir l'élément fatigue
embarquer dans son jeu. Et après ça, plus ça va avancer, plus on va se rapprocher des séries. Peut-être qu'il va avoir l'élément stress qui va lui coûter quelques mauvaises performances. Cependant, les Tigres de Victoriaville ont démontré leur pleine confiance à son égard et je crois qu'ils devraient être en mesure de bien leur rendre. Cependant, à mon avis, les Tigres de Victoriaville, à la date limite des transactions, vont être dans l'obligation d'aller chercher un autre gardien, un gardien avec plus d'expérience, pour être en mesure peut-être d'être un bon gardien de secours, comme un peu l'Océanique de Rimouski l'avait fait avec Louis-Philippe Guindon et Philippe Desrosiers l'année de leur Coupe Memorial. Oui, exactement. En fait, je t'écoutais, c'est exactement l'exemple auquel je pensais. Une année, on est allé chercher Robin Gus et l'année suivante, on est allé chercher Louis-Philippe Guindon à chaque fois pour venir épauler Philippe Desrosiers qui était un jeune gardien là encore à l'époque. Voilà. Donc on va passer sur l'Armada maintenant. Quand même beaucoup de vétérans à l'attaque en fait j'irais même jusqu'à dire que peu importe quelle équipe l'Armada mettrait sur la glace, on va toujours être compétitif. En tout cas, de ce qu'on sait avec le style qu'a Joël Bouchard, le style qu'il tente de donner à son équipe, c'est des équipes qui jouent souvent très très bien. Donc, avec les vétérans qu'on a dans l'équipe, plus si Pierre-Luc Dubois revient, on s'entend qu'on va avoir une belle machine de hockey encore à Boisbriand. Oui, c'est certain. Et d'ailleurs, si tu me permets une observation, je me demande des fois qu'est-ce que Joël Bouchard fait encore dans la LHJMQ. Bien honnêtement, il serait capable de faire un travail colossal avec des équipes professionnelles. C'est un maître, dans le fond, avec ce qu'il a réussi à développer une culture d'équipe vraiment phénoménale avec l'équipe de l'Armada. Réussit toujours à aller chercher des joueurs qui sont excessivement dédiés et surtout qui aiment jouer au hockey. Et cette année, ça ne fera pas exception. Ils ont été chercher de très bons vétérans au fil des dernières années. Je pense à Alex Barry-Boulet, à Alexandre Alain notamment. Ils ont aussi été en mesure de développer un gardien en Francis Leclerc qui, ma foi, a fait un travail très intéressant. C'est pas quelque chose, un gardien qu'on avait vu venir nécessairement lors des dernières années, mais il va être en mesure de livrer la marchandise devant le filet. Par la suite, défensivement, imaginez, Jérémy Roy pourrait peut-être revenir. Donc, ça rendrait l'Armada encore plus colossale si on ajoute un Pierre-Luc Dubois hypothétique. Vraiment, l'Armada va être dangereuse à chacune des positions. OK, bon. Et d'ailleurs, sur Francis Leclerc, moi, niveau gardien de but du côté de l'Armada, je suis pas inquiet du tout parce que, historiquement, l'Armada, depuis qu'il est à Boisbriand, et je pourrais même dire, dans le temps du junior de Montréal, on a toujours eu des bons gardiens. On se souvient de Jake Allen dans le temps du junior. Après ça, il y a eu Étienne Marcoux. Après ça, Samuel Montembeault. Puis là, on parle déjà d'un gardien solide avec Francis Leclerc. Donc, à ce niveau-là, je ne suis pas du tout inquiet pour eux. Oui, tout à fait. Là, on dirait qu'ils sont en mesure toujours de bien faire paraître leurs gardiens. Et c'est tout à leur avantage. Ça leur permet de toujours avoir de belles saisons. Oui, en effet. Ensuite, ta troisième sélection qui m'a, je vais dire, un petit peu surpris. Tu as choisi les Moussets d'Halifax pour remporter le titre de la division maritime pour cette année. J'aimerais t'entendre là-dessus, tout simplement. Je vais te faire une confidence dès le départ. C'est un petit peu par défaut que j'ai mis les Moussets d'Halifax. Tu vas me dire pourquoi? Moi, à mon avis, de ce que j'ai vu, le Titan Acadie Batters, à la fin de la dernière saison, en fait, partait avec une longueur d'avance sur les autres équipes comme favori. Mais là, il y a un coup dur qui est arrivé. Il y a un certain Vladimir Kuznetsov qui a décidé de partir pour la KHL. Et Vladimir Kuznetsov aurait été probablement l'un des fers de lance de l'attaque acadienne du Titan, donc avec Antoine Morin. Mais là, une fois lui qu'il est parti, ça donne un petit vide que le Titan n'a pas encore été en mesure de combler. Bon, c'est sûr qu'on est un Titan de très précoce de la saison, donc ils pourraient peut-être aller combler ce départ. Mais je dis que les Moussets, avec le talent pur, le vrai talent là, de toute beauté qu'on se plaît à aller voir à l'aréna, et c'est pour ça qu'on paye 20$ pour y aller, c'est ce qui va faire la différence pour les Moussets. Donc, ils ont 4 très beaux espoirs en vue du prochain repêchage. Je pense à Philippe Zadina, Benoît-Olivier Gros, Jared McIsaac et Alexis Gravel devant les buts. Donc, ces 4 gars-là vont être des piliers très
très important de cette prochaine saison pour les Moussets. Ils seront accompagnés par des vétérans, à ma foi, quand même assez très intéressants. Je pense à Otto Sampi, Arnaud Durando. Il y a aussi Jonathan Tierney à la défense. Donc, vraiment, les Moussets, oui, ils ne sont pas très expérimentés, mais en termes de talent pur, c'est l'équipe qui a le plus grand potentiel. Et c'est pourquoi j'ai décidé de les mettre troisième, car je crois qu'ils sont en mesure d'exploiter convenablement ce potentiel dès cette année. Si on se rappelle, les Moussets avaient gagné la Coupe Memorial avec Nathan McKinnon. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes talents qu'il y a présentement, mais on peut faire un parallèle avec cette équipe-là et celle que McKinnon avait à l'époque. OK. Penses-tu que le fait d'avoir... en fait, je dirais peut-être que la plus grosse perte que les Moussets auront, qui selon moi, non pas Nico Hischier, ça c'est advenant qu'il reste dans la Ligue nationale, ce que je crois qu'il arrivera, mais la perte d'André Tourigny, qui risque, même s'il a été juste une saison là-bas, et on connaît sa feuille de route, il a été longtemps dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, il est allé dans la Ligue nationale aussi, c'était peut-être un des 4-5 plus gros noms dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, et là on le remplace par un entraîneur-chef recru, bien qu'on le connaisse pas beaucoup. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un certain impact sur l'équipe? C'est certain que ça peut avoir un impact, parce qu'André Tourigny, c'est un gars qui est en mesure d'aller chercher toujours le meilleur de ses joueurs. Un peu comme on appelle ça en anglais, c'est un player's coach. Et à mon avis, c'est certain que ça pourrait peut-être faire une différence. Cependant, l'avantage que les Moussets ont, c'est qu'en engageant Jim Midgley, ils ont été chercher quelqu'un qui était déjà dans l'organisation des Moussets, donc il connaît bien déjà les joueurs. Et ça devrait bien les servir. OK. Bon, dans ce cas-là, l'avenir et même le présent s'annonce beau pour les Moussets. On va enchaîner sur le Titan que tu as mis en quatrième. On en a parlé un peu. Tu as parlé de la perte de Vladimir Kuznetsov qui va assurément affecter l'attaque. Cependant, il manque peut-être quelques éléments à cette équipe-là pour vraiment être considérés comme une équipe extrêmement dangereuse, bien qu'ils vont l'être quand même, particulièrement à la ligne bleue, je pense. Oui, tout à fait. C'est un autre point qui m'a fait un peu douter du Titan, c'est que leur défensive est assez mince. Donc oui, ils ont Noah Dobson et Adam Hallwell, mais derrière ça, c'est assez nébuleux. On ne sait pas trop qui va être en mesure d'assurer derrière le premier duo composé de Dobson et Hallwell. Donc, qui va être en mesure de bien protéger le gardien Riley Picard. Donc ça, c'est quelque chose qui va être assez important à déterminer dès les premiers temps de la saison, parce que ça pourrait coûter quand même de précieux points dans la lutte pour le sommet de la division des Maritimes. D'ailleurs, si tu me permets, la lutte entre les Moussets et le Titan va être quand même très serrée. Oui, je donne l'avantage aux Moussets, mais il ne faudrait pas s'étonner de voir le Titan les coiffer au fil d'arrivée et prendre le titre de la division des Maritimes. OK. Bon, excellent. Alors, c'est bien d'apporter la précision. On va enchaîner avec ton cinquième rang, une troisième équipe consécutive des Maritimes. Tu as choisi les Screaming Eagles du Cap-Breton. C'est peut-être, je dirais, la sélection qui m'a le plus surpris. Je dois dire que c'est pas une équipe que je connais particulièrement beaucoup. Et l'an passé, je me suis vraiment fait prendre. J'avais prédit que les Screaming Eagles termineraient dans le bas du classement parce que il y avait le pain, leur pain et leur beurre. C'était l'attaque. On avait perdu Svechnikov, Joly, Lazarev et compagnie. Et là, je me disais, bon, ils vont s'effondrer. Finalement, non, ils sont restés au top. Et là, on perd quand même de gros morceaux encore à l'attaque avec Massimo Carrozza et puis Giovanni Fiore, le marqueur de 50 buts. Mais selon toi, il reste encore de très bonnes choses dans cette équipe-là, surtout en défensive. Oui, tout à fait. Je dois dire, avant d'aller plus loin, moi, les Screaming Eagles, depuis que je fais mes prédictions du classement général, ils m'ont fait mentir à toutes les occasions. Il y a une année où je leur prédisais la tête de leur division. Ils ont terminé dans le dernier tiers de la Ligue. Une autre année, je leur prédisais, comme toi, une année de misère. Ils ont réussi à finir avec l'avantage de la patinoire. Donc, les Screaming Eagles, année après année, ils ont le don de surprendre. Ça peut être aussi autant positif que négatif. Cette année, je me suis dit, bon, avec la faiblesse générale de la LHMQ, pourquoi pas y aller avec les Screaming Eagles qui
L'année passée, on croyait qu'ils allaient s'effondrer. Ils ont réussi à progresser. Qu'est-ce qui est intéressant avec eux cette année? C'est qu'ils ont réussi à ajouter de très bons joueurs et ils peuvent aussi miser sur la progression de très bons jeunes dans leur équipe. Moi, je pense tout d'abord à leur duo de gardiens qui est très intéressant, composé de Kyle Jessiman et de Kevin Mandolesi. Donc, ces deux gardiens-là, ça donne aux Screaming Eagles une chance de gagner à tous les matchs, peu importe qui est devant le filet. Donc, déjà là, c'est un très bon avantage comparé à plusieurs autres équipes. Par la suite, défensivement, c'est une défense qui est très sous-estimée, mais qui a comme pilier Ross McDougall, un vétéran de 20 ans, Young Gawanke, un Allemand, et Adam McCormick. Donc, il y a 3 très bons défenseurs à la défense qui pourraient très bien protéger les gardiens et aussi apporter une touche d'offensive bien intéressante. Par la suite, l'attaque aussi est assez méconnue, mais il y a un certain Yegor Sokolov qui est perçu comme étant un espoir de premier tour en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale, et aussi Mathias Laferrière, qui est un espoir au talent offensif avéré. Par la suite, on peut également dire qu'il y a la présence de vétérans quand même bien aguerris, comme Drake Batterson, qui a été repêché pour les Sénateurs d'Ottawa. Il y a aussi Jordan Fournier et Félix Martineau. Donc, oui, je crois que les Screaming Eagles forment une équipe qui a le potentiel pour être dans le top du classement. Il y a aussi un facteur qu'il faut bien évaluer, c'est qu'ils vont jouer souvent contre des équipes très faibles. Je pense aux Sea Dogs de Saint John, aux Islanders de Charlottetown et aussi aux Wildcats de Moncton. Donc, c'est plusieurs matchs contre des équipes qui vont être très faibles. Ici, donc, 2 points qui sont facilement accessibles et ça va leur permettre nécessairement d'être plus haut dans le classement. Et donc, c'est pour ça que je les ai placés 5e. OK. Je vais dire, c'est une bonne justification. J'apprécie, je l'apprécie. Parfait, on va enchaîner au 6e rang. Tu as choisi le Drakkar de Bécomo. Donc, c'est l'an 2. Après l'arrivée de Martin Bernard, on a repêché 4 joueurs en première ronde l'année passée. On en a repêché 2 autres cette année, Nathan Légaré et Christopher Merisier-Ortiz. C'est le Drakkar qui est terminé 13e l'an passé, qui avait quand même connu une très très bonne fin de saison. Est-ce qu'ils vont être... Alors, je pense qu'à ton avis, ils vont être en mesure de poursuivre sur leur lancée de l'an passé? Oui, tout à fait. Je pense que justement, cette lancée de l'année dernière est un très bon indicatif de ce qui s'en vient pour la troupe nord-côtière. L'entraîneur Martin Bernard, d'ailleurs, c'est l'un de ceux que j'estime le plus dans le circuit Courtois. Il va être en mesure de tenir tous ces joueurs, tous ces jeunes loups et de les faire pousser dans la bonne direction. Et il faut dire qu'il a de très bons chevaux devant lui pour traîner son équipe. Je pense tout d'abord à Antoine Samuel qui revient d'un camp avec les Canadiens de Montréal. Il va être grandi, il va être rayonnant, il va être en mesure de voler quelques matchs, à mon avis, pour le Drakkar. Donc déjà là, c'est une très bonne base. Par la suite, la ligne bleue, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu pour le Drakkar et c'est pour ça que je les ai mis 6e derrière les Screaming Eagles, car pendant un long moment, j'ai eu le Drakkar 5e devant les Screaming Eagles. Donc, avec le départ de Matteo Pietroniro qui a arrêté le pilier, ça aurait été quand même pas trop mal, mais là, ça rend la défensive assez mince. Le point fort de cette équipe-là, ça va être évidemment l'attaque avec des gars comme Ivan Tchekovic, D'Artagnan Joly, Gabriel Fortier, et peut-être même une explosion offensive d'un certain Sean Elliman qui, ma foi, semble prêt à manger les bandes à fond de train du côté du Drakkar. Alors ça, pour ce qui est de Sean Element, je ne m'inquiète pas du tout de cette facette-là de son jeu. Par contre, il y a une question deux questions que je me pose. D'Artagnan Joly, on en parle beaucoup depuis l'an passé, je dirais. Est-ce qu'on va enfin voir son éclosion? Il a pas connu une mauvaise saison l'an passé, mais il y a eu des débuts très très difficiles. Martin Bernard avait dit qu'il fallait qu'il travaille énormément sur sa constance et tout ça. Est-ce que ça va être enfin l'éclosion de D'Artagnan Joly? C'est une excellente question. D'Artagnan Joly semble avoir tout le talent du monde, mais un vouloir un petit peu déficient. C'est un peu comme une switch qu'on met à on, puis là, elle reste on un bon bout, et après ça, lorsque la switch se ferme, elle reste peut-être
un bon bout également. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu déplorable pour les partisans du Drakkar parce qu'on ne sait jamais sur lequel D'Artagnan Joly va se présenter à la rencontre. Malgré ça, je crois que le fait qu'il a été repêché dans la Ligue nationale par les Flames de Calgary, ça va lui donner une bonne dose de confiance. Et ça pourrait éventuellement lui permettre de friser le point par match. À mon avis, ça reste une prédiction et une façon dont je vois les choses pour D'Artagnan Joly, okay. Mais offensivement, il est en mesure de le faire, c'est certain. OK. Dernière question, en fait, pour closer sur le Drakkar rapidement. Est-ce que la fiche de 0-5 en match préparatoire t'inquiète? Les matchs préparatoires, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment inquiétant. Puis, comme le Robitaille me dit souvent, c'est juste des matchs préparatoires. On se prépare, puis quand ça va compter, c'est là qu'il faut être prêt. Puis d'après moi, Martin Berdard, lui non plus, ne doit pas trop s'en faire de cette fiche-là. Il manque souvent beaucoup de joueurs et tout, donc il n'y a rien d'inquiétant de ce côté. OK, excellent. Donc on va poursuivre en fait en 7e place, une sélection que j'ai trouvée pas surprenante, mais peut-être optimiste un petit peu. Tu as choisi l'Océanique de Rimouski, je vais y aller simplement. Alexis Lafrenière, vas-tu influencer cette équipe-là tant que ça? Parce qu'on parle quand même d'une équipe qui a fini de peine et de misère 16e l'an passé. Là. Il n'y a pas juste Alexis Lafrenière, c'est ça qui est beau avec l'Océanique de Rimouski. Ça passe vraiment quelque chose qui, je crois, va être très intéressant. Bon, là, il y en a qui vont dire les comparatifs avec Sidney Crosby, ça n'a pas d'allure, mais dès ses 16 ans, Sidney Crosby avait passablement traîné l'Océanique pour les mener dans la première moitié du classement général. Si ma mémoire est exacte, je dois dire qu'à l'époque où est-ce que Sidney Crosby était dans le junior, j'étais très jeune et parfois ma mémoire peut faire défaut. Ah oui, ça fait quand même 14 ans là, qu'il a commencé. Là. Donc, Alexis Lafrenière a ce potentiel-là. Alexis Lafrenière, c'est un magicien et lorsqu'il touche la rondelle, il y a quelque chose d'électrique qui se passe sur la patinoire. Il y a toujours une chance de marquer qui peut en découler. Et là, il va être excessivement bien accompagné par un certain Dimitri Zavgorodny qui est une machine à points. C'est le Vitaly Abramov 2.0, rien de moins. Donc, ce duo-là va faire des flamèches et je crois qu'ils sont en mesure, eux, de traîner l'Océanique jusque, oui, dans la première moitié du classement général. Il faut dire également qu'ils ont une défensive bien honnête, l'Océanique de Rimouski, qui va être mené avec Charles-Édouard Dastou. Et également, il va avoir le gardien recru Colton Ellis, sur lequel je fonde de grands espoirs, qui est très talentueux. C'est d'ailleurs lui qui a gagné la Coupe TELUS dans le midget 3 l'année dernière, avait battu le Blizzard du séminaire Saint-François en finale. Donc, à Rimouski, mené par un certain Serge Beausoleil, dont l'excellence n'est plus à refaire. Non, absolument pas. Il y a de très belles promesses et je crois que ça commence dès cette année pour eux également. OK. Parfait. Là, on tombe enfin. En tout cas, avec des équipes qui commencent à descendre au classement. Au 8e rang, donc la dernière place de la première moitié, les Huskies de Rouyn-Noranda. Il y a une chose, par exemple, que je vais reconnaître aux Huskies que je trouve absolument fabuleuse, bien qu'on perde quand même beaucoup de gros vétérans qui ont mené cette équipe-là dans les dernières années. Gilles Bouchard a réussi, sans même, on dirait qu'on s'en rende compte, à faire jouer les joueurs, les jeunes joueurs, c'est-à-dire qui vont mener cette équipe-là éventuellement. On a vu beaucoup les Raphaël Harvey-Pinard l'an passé, je pense aussi à les Tyler Einem, tout ça, c'est des gars qui vont être là dans les prochaines années et qui ont quand même connu du succès l'an passé. Oui, tout à fait. Les Huskies de Rouyn-Noranda, c'est une formidable organisation qui sont en mesure de souvent bien repêcher et aussi de bien développer leurs jeunes. Donc, Gilles Bouchard, en plus de ça, lui, c'est un chef d'orchestre vraiment exceptionnel. Il est capable de très bien diriger son équipe, de faire pousser tout le monde dans la même direction. Et il a encore de bons éléments sous la main. Je pense notamment à la défensive, qui a comme top 3 Tyler Ford, Zachary Lauzon et Jacob Neveu. On peut même nommer Chris McQuaid, qui va former probablement le top 4 de la défensive. Ils vont devoir protéger un certain Samuel Harvey. Bon, lui, c'est sûr qu'il a encore des promesses à remplir parce qu'il n'a pas totalement prouvé l'étendue de son potentiel jusqu'à maintenant. Donc,
lorsqu'on considère ça, déjà, les Huskies de Rwanda vont être en mesure de se maintenir dans le milieu du peloton et peut-être même de causer encore la surprise. Peut-être pas, je dis pas qu'ils vont gagner la coupe, mais je dis que peut-être qu'ils pourraient terminer un petit peu plus haut encore, parce que les Huskies, si, mettons, on va dire, tout se passe bien, ben, ils peuvent être en mesure de se reprendre souvent, parce que leur division Ouest est d'ailleurs très faible. Je pense aux Olympiques de Gatineau, aux Foreurs de Val-d'Or, aux Voltigeurs de Drummondville, qui sont des équipes relativement faibles, et ça va être des matchs faciles pour les Huskies d'aller chercher leurs 2 points. Je dis facile. Il n'y a jamais rien de facile, non, mais mettons, disons, un petit peu plus aisé pour les Huskies. Donc, je crois que les Huskies ont tout ce qu'il faut pour encore se battre pour l'avantage de la patinoire cette année. Parfait. Avant de terminer sur eux, j'ai vu un peu un espoir des Huskies. Ben, en fait, un jeune qui a réussi, je crois, à se tailler une place avec l'équipe, l'attaquant Alex Bocage, qui me semble être un jeune homme qui est capable de noircir la feuille de pointage assez régulièrement. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait être une recrue, on va dire une recrue efficace là, du côté des Huskies? Oui. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec ça. Moi aussi, je l'ai vu à quelques reprises au tournoi des recrues à Shawinigan, auquel les Tigres de Victoriaville, les Cataractes et les Voltigeurs ont participé. Et Alex Bocage, à chacune des occasions où est-ce que j'ai pu poser les yeux sur lui, me semblait en mesure d'apporter sa touche offensive. Et bon, c'est sûr, c'était des matchs de challenge de recrue, donc il est certain qu'il paraissait peut-être mieux. Mais cette année, il va, mettons, par exemple, sur un 3e trio, pourrait bien tirer son épingle du jeu et apporter encore une dimension intéressante à l'attaque des Huskies. OK, bon, parfait. OK, on va essayer d'enchaîner déjà un peu plus rapidement, étant donné que ça fait déjà plus de 25 minutes qu'on est là et on a la moitié de fait. Alors, on va y aller maintenant avec les Remparts de Québec, ta 9e sélection. Les Remparts qui me semblent une équipe, je vais dire, relativement faible sur papier, comme ce que je trouvais d'ailleurs l'an passé. Par contre, bien que ce n'est pas mon équipe préférée, je dois reconnaître que Philippe Boucher gère vraiment bien sa gang de gars et est capable de faire quelque chose de bon, un peu comme Joël Bouchard dont on parlait tantôt. On dirait que les joueurs achètent le système de jeu et bien qu'on est peut-être faible sur papier, on réussit quand même à avoir des résultats et je pense que ça va être encore le cas cette année. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Philippe Boucher, c'est probablement le plus beau atout des Remparts de Québec à ce stade-ci de la saison. Donc, ils ont évidemment de bons joueurs à l'attaque, comme je pense au fiston de Philippe Boucher, Mathieu Boucher. Oui. Il y a également un espoir très intéressant qui est Philippe Perachev, qui est perçu comme étant un espoir de premier tour. Eux vont apporter une belle touche d'offensive. Ils vont être appuyés par certains joueurs un petit peu moins connus, comme je pense notamment à Derek Gentilly. Par la suite, le gardien d'Éric Paribault, qui va être l'un des points centraux des succès des Remparts. Si lui est en mesure de livrer la marchandise, les Remparts vont se battre pour l'avantage de la patinoire cette année, c'est bien certain. Donc, je crois que ça va jouer principalement autour de ces joueurs-là cette année. OK. Derek Paribault qui vient de signer un contrat d'ailleurs avec le Wild du Minnesota, non repêché, invité au camp, et finalement, se retrouve avec un contrat dans les poches. Exactement. Parfait. En 10e position, le Phoenix de Sherbrooke. Là, je vais y aller peut-être d'un petit préambule. Là, on arrive à quoi? La 6e saison. Ça va être la 6e saison du Phoenix à Sherbrooke. On se retrouve après 6 ans. Des assistances qui sont en baisse. On a une seule saison où on a joué pour 500, si je ne me trompe pas. Une seule saison de 30 victoires, qui était la même d'ailleurs. On a été exclus des séries à 2 reprises, dont l'an dernier. Et surtout, on n'a jamais passé une ronde en séries éliminatoires. Est-ce que, enfin, il va se passer quelque chose à Sherbrooke? Parce qu'on dirait qu'il y a toujours un malheur qui arrive. Là, on se souvient du dossier Anderson-McDonald en fin de saison qui s'est mal terminé. Finalement, McDonald a été échangé et patati et patata. Donc, est-ce qu'enfin, il va se passer quelque chose à Sherbrooke? C'est très mal parti parce que là, on a le défenseur numéro 2 de l'équipe, un certain Luke Green, qui va être absent 5 mois. Et déjà là, ça expose la défensive du Phoenix de manière assez incroyable parce que derrière Thomas Grégoire, qui va être
le chef d'orchestre probablement de l'attaque du Phoenix. C'est très mince. Il n'y a pas beaucoup de noms qui vont être en mesure de bien épauler Thomas Grégoire. Et ça va encore une fois exposer Evan Fitzpatrick, un gardien qui a besoin d'être bien protégé pour être performant. Ouais. Et déjà là, je dois dire que ma prédiction du Phoenix 10e était avant que je sache que Luke Green allait manquer 5 mois. Donc là, moi, je baisserais peut-être même un petit peu le Phoenix en sachant ceci. Par chance, petite parenthèse sur Luke Green, en fait. Défenseur qu'on a acquis à gros prix l'année passée et qui là est à sa saison de 19 ans, donc fort probablement sa dernière année dans le junior et il ne reviendra pas avant février. Et si elle tombe toujours sur la tête du Phoenix, exactement. C'est à quoi je faisais référence plus tôt. Exactement. Ouais. Au moins, il y a une belle attaque. Il va y avoir beaucoup de buts du côté du Phoenix, donc ça pourrait leur permettre d'aller chercher de nombreuses victoires cette année. Je pense notamment à Samuel Poulain, un joueur qui m'épate franchement. Quel joueur, quel espoir pour la Ligue nationale en 2019. Donc, ça ressemble un peu à ça pour le Phoenix, une équipe de milieu de peloton cette année. OK. Excellent. Ensuite, une formation dont j'avais hâte de parler, les Cataractes de Shawinigan. Écoute, c'est point d'interrogation après point d'interrogation, en tout cas en ce qui me concerne personnellement. On perd énormément de vétérans de l'an passé. Ça, c'est sans dire que la saison, on dirait, de l'an dernier a laissé un goût extrêmement amer. Non pas seulement à cause de l'élimination très hâtive en séries éliminatoires, mais aussi à partir du mois de janvier, je dirais, ou en tout cas en deuxième moitié de saison, où c'était vraiment... c'était en montagne russe, là, en Mauricie, avec les Cataractes. Et là, on perd beaucoup de vétérans. On a échangé beaucoup de choix dans les dernières années pour faire des acquisitions. Donc... En gros, à part Michael Denisov et Samuel Girard jusqu'aux fêtes, qui va être là à Shawinigan? C'est ça qui est difficile d'établir. Parce que là, est-ce que Samuel Girard va faire le saut dans la Ligue nationale avec la blessure de Ryan Ellis? Ça ouvre une porte. Par la suite, je pense que Martin Mondou s'en remettrait jamais. Après avoir perdu Beauvilliers, s'il perd Girard l'année prochaine, là, je pense qu'il va se taper un burn-out. Est-ce qu'il part après ça? Est-ce que Brendan Gignac peut revenir dans la LHMQ, lui qui a un contrat avec les Devils du New Jersey, mais qui est un joueur de 20 ans dont la place dans la ligne américaine avec les Devils d'Albany n'est pas assurée. Après ça, Vassili Glotov, est-ce qu'il revient? Est-ce que on libère un Européen? Parce que là, à l'heure actuelle, les Cataractes ont déjà leurs 2 Européens. Mm-hmm. Et donc ça, c'est une question qui est en suspens. Par la suite, il y a aussi 11 recrues avec les Cataractes de Shawinigan. Est-ce qu'ils sont en mesure de livrer la marchandise pour permettre aux Cataractes de finir dans la première moitié du classement? J'ai des doutes. Le seul point certain pour cette équipe-là, c'est le gardien Michael Denisov qui est en mesure de faire très bien. Donc, ça va être difficile pour les Cataractes, à mon avis. En première moitié de saison, si tout ce beau monde-là revient, aucun problème, les Cataractes vont être même forts. Mais à la date limite des transactions, je me vois mal Martin Mondou ne pas faire une vente de feu pour réussir à faire accélérer sa construction. Donc c'est pour ça que je les ai mis 11e, peut-être plus bas, peut-être plus haut, mais c'est l'équipe qui est la plus énigmatique dans ce début de saison. Oui, fort probablement. Il faut dire aussi qu'on a 11 recrues dans l'alignement, mais et là, je veux pas être insultant ou quoi que ce soit, mais dans ces 11 recrues-là, on n'a pas 4 choix de première ronde, puis 2 choix de deuxième ronde, puis, tu sais, je veux dire, disons que c'est des joueurs qui sont des points d'interrogation aussi, finalement, des espoirs d'une échelle un peu plus basse, si on veut, oui, malheureusement. Un joueur qui, d'après moi, va être à surveiller à l'attaque et qui, d'après moi, en fait, c'est un point d'interrogation aussi, Samuel Asselin, qui, on se rappelle, l'an passé, avait connu un début de saison canon, alors que beaucoup des vétérans, des fameux vétérans qui ont quitté l'équipe, n'étaient pas là en début de saison. Il y avait eu, certains qui étaient dans des camps d'entraînement, tout ça, et Samuel Asselin avait connu un début de saison phénoménal. Et il va être probablement le meilleur attaquant, peut-être avec Cameron Askew de l'équipe. Donc, est-ce qu'il va être en mesure de répéter ses exploits et surtout de maintenir la cadence? L'année passée, il faut dire que les Cataractes étaient quand même très, très bien entourés, donc ça pouvait lui permettre d'aller chercher
de nombreux points supplémentaires. Là, cette année, il va être l'un des piliers de cette attaque-là. Et là, ça va être de voir est-ce qu'il est en mesure de prendre cette pression-là. Je regarde d'ailleurs sa fiche trans-éliminatoire. Aucun point en 6 parties. Est-ce que c'est un indicatif de ce qu'il attend pour cette saison? Peut-être pas. Samuel Asselin, je crois qu'il est en mesure de quand même apporter pas mal de points pour les Cataractes, mais peut-être pas autant que les partisans pourraient oser espérer. Parfait. Alors ensuite, prédiction que j'ai trouvée, pas pessimiste, mais en tout cas, personnellement, je les aurais placés plus haut. Les Voltigeurs de Drummondville au 12e rang. Ils ont une méchante belle brigade de jeunes joueurs, plusieurs premières années, des deuxièmes années aussi. On a connu, selon moi, un très bon repêchage, en tout cas en première ronde, du moins, on est allé chercher deux nouveaux joueurs. À quoi faut s'attendre des Voltigeurs de Drummondville? Ça va dépendre beaucoup d'Olivier Rodrigue. Lui, l'année passée, a débuté la saison en force devant les buts des Voltigeurs. Avant de connaître de nombreux ratés, c'est sûr, c'est normal. Il avait 16 ans et ce gardien-là a tout le potentiel du monde. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux espoirs du Québec depuis Marc-André Fleury devant les buts. Donc, lui, les Voltigeurs vont aller aussi loin qu'Olivier Rodrigue peut les mener, à mon avis. La brigade défensive est quand même très intéressante avec notamment Nicolas Baudin, Marc-Olivier Duquette et Xavier Bernard, pour ne nommer que ceux-ci. Mais moi, c'est offensivement que j'ai quelques doutes. L'attaque repose beaucoup sur des jeunes, comme Cédric Desruisseaux et Xavier Simoneau. Donc, eux ont un potentiel très intéressant, mais est-ce qu'ils sont en mesure de livrer la marchandise dès cette saison pour traîner les Voltigeurs jusque maintenant dans la première moitié du classement? J'ai quelques réserves à ce sujet-là. Et comme vétéran, on va penser notamment à des cas comme Yvan Mongo, par exemple, ou encore Nicolas Gay ou Morgan Allens-Moisan, ou encore l'autre jeune de 16 ans, Dawson Mercer. Donc, j'ai oublié évidemment Pavel Koltigin, espoir du Prédateur de Nashville. Absolument. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, mais il y a encore beaucoup d'interrogations, à mon avis, du côté des Voltigeurs. Mais ça demeure l'équipe de l'avenir de la LHJMQ. À mon avis, ils vont se battre pour la Coupe du Président dans 2 ans. OK, parfait. Alors, on va y aller. Ensuite, on tombe dans des... Déjà, là, je vois un gap là, quand même important, entre 12 et 13 selon moi. 13e position, les Wildcats de Moncton. Ça serait difficile de faire pire que l'année passée. On s'entend, une seule victoire dans les 34 derniers matchs de la saison. Ça a été vraiment une catastrophe. Cependant, je pense qu'on a réussi autant par le repêchage que par des transactions. On a réussi à aller chercher des bons joueurs. On a réussi à aller chercher surtout des bons vétérans qui vont venir appuyer ces jeunes-là. Tout à fait. On pense notamment, quand tu parles de vétéran, Nicolas Welch, l'ancien des Cataractes de Shawinigan, à Olivier Desjardins, qui était avec le Titan de Batters, ou le gardien Matt Power, qui était avec les Islanders de Charlottetown. Ils ont aussi fait l'acquisition d'Anderson McDonald, la fameuse pomme pourrie, si on pense l'expression, du Phoenix de Sherbrooke. Anderson McDonald qui a une attitude parfois questionnable selon plusieurs rumeurs. Par chance, les Wildcats de Moncton sont allés chercher l'un des plus beaux espoirs de la GMQ, Jacob Pelletier au repêchage. D'ailleurs, les Wildcats ont été un peu chanceux dans leur malchance. Ils étaient supposés avoir de gagner la loterie pour aller mettre la main sur Alexis Lafrenière. Écoute, je me rappelle de la face de Roger Shannon quand Rimouski est sorti à la loterie, là. Ça valait 100$. C'était pareil comme Tim Murray quand il a perdu entre guillemets Connor McDavid. Bon, il s'est quand même retrouvé avec Jack Eichel, là, ce qui est pas mauvais non plus. Mais se faire coiffer un peu comme ça avec la loterie, là. Disons que c'était un moment particulier. J'imagine que lui, il l'a pas trouvé drôle, là, mais pour l'amateur moyen, là, c'était très drôle. C'était toute une claque au visage, mais comme je te dis, Jacob Pelletier, c'est un espoir d'une qualité dont on n'oserait même pas imaginer. C'est un gagnant dans l'âme et il va traîner les Wildcats de Moncton passablement sur ses épaules. Et d'après moi, il a même le potentiel, ce n'est pas peu dire, de ramener Anderson McDonald
sur le droit chemin de par son attitude. J'ai vraiment un très grand respect pour le jeune homme qui est Jacob Petty. Et c'est pourquoi je crois que les Wildcats de Moncton ont déjà amorcé une très belle progression au classement général. OK. Progression, en fait, je pense qu'il y a une plus grande qualité de joueur présentement qu'avec la comparaison que je vais donner. Peut-être une progression un peu à ce que le Drakkar avait fait l'an passé. Oui, exactement, dans ce même style-là. Okay. Ensuite, 14e position, les Saguenayens de Chicoutimi. Vraiment, là, écoute, on est du côté de Chicoutimi, déjà, on prévoit que ça va être une année plus difficile, mais on est carrément à une blessure ou deux de la catastrophe, là. C'est très bien résumé. Il n'y a pas de profondeur chez les Saguenayens de Chicoutimi, malheureusement. Ils ont de très bons joueurs. Je pense notamment à Vladislav Kotkov, qui va être un très bel espoir du prochain repêchage de la Ligue nationale. Aussi au jumeau climat en attaque. Il y a peut-être également German Rubstov qui devrait revenir. Donc ça donne un beau quatuor offensif. Mais derrière ça, c'est assez mince. Par la suite, même sur une crèche en défensive, il y a Olivier Galipo, évidemment. Mais par la suite, on tombe à Jérémy Fortier et Morgan Naus. Donc, ce sont des bons défenseurs, certes, mais pas assez pour permettre aux Saguenayens de Chicoutimi d'être parmi les bonnes équipes de la Ligue. Et ils ne pourront pas, d'ailleurs, protéger adéquatement le gardien Zachary Bouzili. Donc, celui-ci va être très exposé. Et il faudrait donc pas s'étonner si Yannick Jean décide de se placer du côté des vendeurs à la date limite des transactions. Ça serait même souhaitable pour bien repartir le niveau cycle des Saguenayens. Puis juste pour donner une idée, là, l'an passé, ça c'est quelque chose qui me dépassait complètement. On avait Nicolas Roy. On a eu pendant une bonne partie de la saison, on a eu Joey Rattel, les frères Climat. Bon, on n'a pas eu German Rubtsov très longtemps à cause des blessures. Bon, ça on est capable de comprendre. Il y avait des méchants bons éléments en attaque. Puis on avait quand même une des pires attaques de la Ligue, là, une des 3-4 pires offensives de la Ligue. Et là, on a perdu Roy, on a perdu Rattel, qui étaient les deux des joueurs les plus productifs. Donc ça s'en vient pas mal mince là, à Chicoutimi. Ils ont perdu Frédéric Allaire à la défense qui relançait la majorité de l'offensive de cette équipe-là. Donc vraiment, il ne se marquera pas beaucoup de buts à Chicoutimi cette année. Non, en effet, en tout cas, à moins que les joueurs nous fassent mentir, ce qu'on souhaite toujours un peu dans un sens, mais disons que les prédictions ne vont pas en ce sens-là. 15e position, les Foreurs de Val-d'Or, qui va être une des équipes les moins expérimentées dans la Ligue. Les bons éléments déjà qu'on peut identifier se comptent, je veux dire, quasiment au compte-gouttes, parce qu'à part Étienne Monpetit qui va être là pour une dernière saison, David Lagarnotte-Noël qui va être là encore à la ligne bleue, qui est une machine sur un avantage numérique. Sinon, à part ça, on a une couple de bons éléments, là. Maxime Mizurine, Ivan Kozlov, le duo européen qui est encore là, qui sont en mesure quand même de ramasser des points. Simon Lafrance est toujours là, mais ça va être un peu comme à Chicoutimi, finalement. Là, on a très 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 peu de profondeur. Exact, c'est un peu le même scénario, sauf que les Foreurs sont chanceux, ils sont peut-être 1 ou 2 années en avance dans leur cycle de reconstruction. Donc là, ça va être une année de transition et par la suite, dès l'année prochaine, ça va être une remontée au classement général. Donc cette année, d'après moi, les Foreurs vont vendre notamment Étienne Monpetit, David Henley, après ça également le vétéran de 20 ans, Mathieu Nadeau, et peut-être même David Noël, donc les Foreurs ont de bons éléments à vendre et ce serait peut-être très bon pour eux de les maximiser. Et c'est pour ça que je crois qu'ils vont terminer aussi bas au classement que 15e. Ouais, ça va être difficile cette année. On a hâte de voir. Ça a été une sélection d'ailleurs un peu surprise de voir Maxence Guénette être repêché 5e au total, ce qui va livrer la marchandise. On a vu des bonnes choses, par exemple, du 2e choix des Foreurs, Jérémy Michel, qui a connu, selon ce que j'ai entendu, un bon camp d'entraînement. Donc on peut s'attendre à des bonnes choses de ce jeune homme-là à 16 ans, mais en fait, on va se demander si les recrues vont être capables d'accomplir certaines tâches. Oui, l'avenir est beau à Val-d'Or, faut le mentionner sur la partie noire, certainement. Parfait.
16e rang, une équipe aussi qui m'intriguait beaucoup, dont je savais peu de choses, un peu comme les Cataractes de Shawinigan, les Olympiques de Gatineau. Ça a commencé avec je dirais, je vais mettre le départ entre guillemets parce que c'est pas fait encore, de Vitaly Abramov, qui, écoute, déjà un peu, je vais dire un peu comme les Saguenayens de l'an passé. C'est une équipe qui avait très peu de profondeur. Écoute, j'ai des matchs que j'ai vus avec les Olympiques, ça avait aucun sens. On dirait qu'il y avait 6 attaquants, 4 défenseurs, puis c'est tout, là. C'est en même temps, je veux pas être insultant, mais c'est pas pour rien que Abramov, McEwen et tout ça ont récolté leur part de points parce qu'ils jouaient. Et là, on perd beaucoup de ces joueurs-là en attaque. On avait déjà peu de profondeur l'an passé. Et là, on perd McEwen, on perd Trenin, et là, on perd possiblement le magicien Vitaly Abramov. Alors, ça risque d'être difficile à Gatineau. C'est exactement mon raisonnement que j'ai eu. Oui, il y a une défensive assez imposante. Il reste encore de bons éléments. Je pense notamment à Will Thompson et aussi à Alex Breton qui vont faire leur possible pour bien protéger leur gardien. Mais d'ailleurs, leur gardien, Mathieu Bellemare et Rémi Poirier, ce n'est peut-être pas le meilleur duo. Mathieu Bellemare, l'année passée, a été victime d'une blessure à l'épaule. Donc, lui, ça va être intéressant de voir comment il va rebondir. D'ailleurs, il a demandé une transaction cette année. Il voulait se rapprocher de son père qui est victime d'un cancer. Donc, déjà là, il y a un point d'interrogation. Là. Comment leur gardien numéro... en fait, qui va être leur gardien numéro 1 et comment ils vont performer avec la défensive qu'ils ont. Par la suite, à l'attaque, qui va marquer les buts? Est-ce que ça va être Sean Boudria? Est-ce qu'il est en mesure déjà de prendre la part de l'offensive? Donc, lui, il va avoir de nombreuses promesses à remplir, d'ailleurs. Par la suite, à Gatineau, on se le demande, qui peut marquer des buts? Mikhail Chestopalov, certainement pourrait le faire. Il y a également Mitchell Balmes ou Métis Rollins, peut-être. Donc, c'est quand même assez mince. Il faut chercher, il faut déterminer un peu qui va marquer les buts. Par contre, il faut s'attendre à ce que les Olympiques soient en mesure de se faufiler dans les séries. C'est pas, je ne crois pas que leur exquise séquence de présence en série éliminatoire va se terminer cette année. Okay. Mais ça va être chaud. Ouais, j'imagine que ça risque d'être assez serré. Par contre, les équipes 17 et 18, je pense que tout le monde va s'entendre sur qui ils sont. Les Sea Dogs de Saint John et les Islanders de Charlottetown, qui ont été les deux meilleures équipes l'an passé et qui perdent une trolley de vétérans. Écoute, je me souviens plus, tu avais posté, écoute, il y a plusieurs semaines de ça, le nombre de vétérans des Sea Dogs qui ne revenaient pas, mais c'est hallucinant à quel point il va rester personne, entre guillemets, là, à part Joe Veleno puis Cédric Paré, là, il ne restera pas grand-chose à Saint John. J'ai nommé les 4 principaux éléments qui restent à Saint John. C'est Joe Veleno, Cédric Paré, Ostap Safin, un espoir des Oilers Edmonton, et Alex Dorio. Ça arrête là. C'est tout. C'est à peu près ça qui reste. Ouais. Le reste, c'est tout parti. Donc, je me rappelle plus, je crois que c'est 11 joueurs. Il y avait 11 joueurs repêchés de la Ligue nationale l'année passée qui sont tous partis. Donc, déjà là, quand on entend 11 joueurs de la Ligue nationale qui sont partis, tu fais c'est plus la moitié du club, ça, là. C'est ça, puis ce n'est pas les moindres, là, c'est Simon Bourg, Thomas Chabot, Julien Gauthier, Mathieu Joseph, Bokonji Mama, Matthew Highmore, Nathan Noël. Spencer Smallman. Il y a une rumeur que Nathan Noël va peut-être revenir dans la LHC. Okay. Mais même à ça, là, même si Nathan Noël revient, comment les Sea Dogs vont réussir à se relever de tous ces départs-là et même réussir à se faufiler dans les séries, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ben, au moins, là, on pourra au moins dire une chose, ça va avoir valu la peine. Oh, que oui, ça va avoir valu la peine. C'était l'une des très belles équipes qu'on a pu voir depuis les dernières années dans la LHM. Ouais. Et on va closer avec les Islanders de Charlottetown qui vivent à peu près la même chose que les Sea Dogs, mais pire encore, j'ai l'impression, parce que en même temps, les Sea Dogs vont avoir une des pires équipes, probablement même de la Ligue canadienne de hockey. Mais on a peut-être un gars qui va sortir, fort probablement un gars qui va sortir en première ronde, en Joe Veleno.
Sauf que les Islanders, on n'a pas ça. Non, tout à fait. En fait, leur gars qui est sorti en première ronde, c'est Pierre-Olivier Joseph avec les Coyotes de l'Arizona lors du dernier repêchage national. Après ça, Pierre-Olivier Joseph, là, il est pas mal seul au monde. Lorsqu'on regarde la liste... Il va être tout seul sur son île, littéralement. Oh que oui, c'est exactement ça, tout seul à l'île du Prince-Édouard. Donc, il y a Daniel Sprong, Philippe Schlappick, Carl Neal, Alex Tosti, François Beauchemin, Adam Marsh, qui sont partis. Nicolas Meloche, ouais. bon, écoute, je pense qu'on peut Guillaume continuer Brisebois. encore. Ouais. Donc, lorsqu'on énumère cette liste-là, on se dit, ah, boy, ça sera pas facile pour les Islanders. Et encore moins facile pour leurs partisans, qui, d'ailleurs, n'étaient déjà pas très nombreux. Donc, ça regarde très mal pour les Islanders de Charlottetown. Et, encore pire, ils n'ont même plus leur choix de première ronde au repêchage de 2018. Donc, c'est la catastrophe à Charlottetown. Et à mon avis, ça pourrait peut-être même être éventuellement le coup de grâce pour cette concession-là. À ce point-là? Ça regardait déjà très mal à un certain moment, il y a peut-être quelques mois. Donc, peut-être regarder un jour du côté de Saint John's Terre-Neuve. Oui, ouais, en tout cas, on lance ça en l'air, on sait jamais, mais ouais, disons que ça s'annonce extrêmement difficile pour une franchise qui, on va se le dire, est pas la plus en santé, mais pas du tout. Non, exactement. C'est malheureux, mais des fois, c'est peut-être pour le mieux de la Ligue, éventuellement. Ouais, ça tombe jamais. Alors, là-dessus, c'est ce qui fait le tour de tes prédictions. Alors, Mathieu, je te remercie beaucoup, encore une fois, d'avoir participé au podcast Junior. On peut te lire au Journal La Nouvelle à Victoriaville régulièrement. Tu publies sur Facebook, Twitter, sur une base quotidienne et même plus. Pour les gens qui ne connaissent pas Mathieu, c'est un nom à retenir. Si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas ses médias sociaux, ça paraît. Sinon, faites vos devoirs puis allez le suivre sur Twitter, il est toujours intéressant. Merci beaucoup, Louis-William, ça m'a fait très plaisir de participer à ça avec toi. Encore une fois, je te remercie et à la prochaine.